Donc Alain Olympie, je suis directeur de l'AFA et j'ai l'immense honneur d'accueillir un grand monsieur de la recherche. Et c'est toujours, même si effectivement il est grand, mais pas très âgé, mais effectivement, qui va nous parler dans la recherche d'Andemiki sur la modulation du microbiote. Donc microbiote, vous commencez à entendre parler beaucoup. Donc vous allez expliquer évidemment de quoi on parle et sur tous les aspects probiotiques, transplantation fécale. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, il y a eu effectivement quelques mots de Laurent Baugerie sur ces éléments-là, mais vous allez avoir le spécialiste français, en tout cas, de la transplantation fécale qui est là. Donc vous allez pouvoir poser toutes les questions. Comme d'habitude, un temps de présentation et puis un gros quart d'heure pour poser les questions. Harry Sokol, donc de Saint-Antoine, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation Alain et pour la présentation. Donc je vais vous parler effectivement de microbiote intestinal et plus particulièrement d'aspects thérapeutiques. Vous allez voir qu'à la fin de cette présentation, je vais vous montrer des résultats vraiment très nouveaux qui n'ont pas été vus pour la plupart nulle part. Donc c'est vraiment l'exclusivité que je vous apporte ici vis-à-vis de nouveaux résultats. Alors le microbiote... Ah merci, super. Le microbiote, qu'est-ce que c'est d'abord? Il faut savoir de quoi est-ce que l'on parle. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, champignons et autres, qui sont dans notre intestin et qui nous colonisent finalement depuis notre naissance. Si on va dire que un adulte à peu près normal va peser de l'ordre de 70 kg, il a à peu près 2 kg de microbiote dans son intestin. Dans notre corps, on a 10 puissance 13 cellules, ça veut dire 1 avec 13 zéros derrière, c'est le nombre de cellules que l'on a dans le corps. Et bien dans l'intestin, on a approximativement entre 5 et 10 fois plus de bactéries. Dans 1 gramme de matière fécale, par exemple, 1 gramme c'est vraiment pas beaucoup, il y a plus de 100 milliards de bactéries. Donc ça vous donne une idée du rapport de force, on va dire. Dans chacune de nos cellules, on a un génome humain, c'est notre code génétique, qui est déjà quelque chose d'extrêmement complexe et qu'on ne comprend aujourd'hui toujours pas en détail. Eh bien, si on met bout à bout l'ensemble des génomes des bactéries que l'on a dans l'intestin, eh bien, ça représente entre 100 et 150 fois la taille du génome humain. Donc ça vous donne une idée à la fois des capacités théoriques qui sont présentes dans ce microbiote, mais aussi de la complexité à étudier, et donc on est vraiment au début de la compréhension de ce microbiote. Dans le microbiote, il y a différents types de micro-organismes. Il y a des bactéries, et c'est ce que l'on connaît aujourd'hui le mieux, mais il y a aussi d'autres types de micro-organismes, des champignons, des levures, et également certains virus que l'on appelle des phages. Ce sont des virus particuliers qui ciblent les bactéries. Ils ne ciblent pas nos propres cellules, ils ciblent les bactéries. Et donc on pense que ces virus, en ciblant les bactéries, peuvent contrôler les populations de bactéries dans l'intestin. Et c'est quelque chose que l'on connaît dans d'autres écosystèmes, particulièrement dans l'océan. On sait que c'est un mécanisme qui marche très bien. Et puis il n'y a pas de raison que ça soit vraiment différent finalement dans notre intestin. Ce qui est compliqué, c'est que tous ces micro-organismes vivent ensemble et donc ont des interactions les uns avec les autres. Et bien sûr avec nos propres cellules. Et donc ça donne vraiment un système d'une complexité vraiment énorme. Et là encore, on n'en est qu'au début de la compréhension de ces interactions. Alors à quoi est-ce qu'il sert ce microbiote? Il a énormément de fonctions connues. D'abord des fonctions qu'on pourrait considérer, qu'on pourrait appeler métaboliques, notamment la production d'un certain nombre de vitamines, mais aussi la dégradation de certains produits que l'on va avaler, notamment des toxiques, même des carcinogènes qui vont être dégradés par le microbiote. Et donc dans ce sens-là, c'est quelque chose de positif. Mais quand on parle de produits étrangers, il n'y a pas que les toxiques, il y a d'autres produits étrangers qu'on prend, mais volontairement, les médicaments. Et donc aujourd'hui, il y a tout un champ de la recherche qui est en train d'émerger et qui semble mettre en évidence qu'en fonction du type de microbiote intestinal que l'on a, eh bien, tel médicament va avoir des effets bénéfiques ou non, et tel médicament va avoir des effets secondaires ou non. Donc ça, c'est vraiment un champ très récent qui est en train d'émerger. Un rôle
important pour le maintien de la fonction barrière de notre intestin. C'est-à-dire que l'intestin, il doit à la fois absorber des calories, c'est quand même sa fonction principale, mais en même temps, il doit se défendre du monde extérieur, des agressions potentielles. Et c'est cette fonction barrière que le microbiote renforce. Des fonctions immunitaires très importantes, la stimulation, la maturation du système immunitaire dans l'intestin, mais aussi globalement dans l'ensemble de notre organisme. Un facteur de protection contre les infections dans l'intestin, notamment en entrant en compétition avec des pathogènes que l'on peut rencontrer. Pour donner une image un petit peu simple, si vous avez une plage avec plein de touristes qui ont déjà mis leurs serviettes partout, et bien vous, quand vous allez vouloir mettre votre serviette, vous allez avoir du mal. C'est exactement la même chose avec un pathogène qui veut essayer de s'installer dans l'intestin avec un microbiote intact. Si le microbiote est intact, il va avoir du mal. Si le microbiote est altéré, eh bien, il y aura peut-être des places et il va pouvoir s'installer et faire une infection. Et puis, il y a même un certain nombre de données maintenant qui montrent que ce microbiote a des effets sur notre cerveau. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant, voire farfelu, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. D'abord, il y a des connexions nerveuses dont le professeur Baugerie vous a parlé juste avant, si vous étiez présent à cette conférence, des connexions nerveuses entre le cerveau et l'intestin. On connaît tous les connexions qui vont du cerveau vers l'intestin. Quand on est stressé, on peut avoir mal au ventre, etc. Et donc ça, c'est vraiment le signe de cette connexion. Mais cette connexion, elle va aussi dans l'autre sens, de l'intestin vers le cerveau. Et si les micro-organismes ont un effet sur les terminaisons nerveuses, eh bien, ça peut remonter jusqu'au cerveau. Un autre mécanisme par lequel l'intestin et le microbiote surtout peut avoir un effet sur notre cerveau, c'est par les molécules qu'il produit, puisque ce microbiote qui est présent en grande quantité, qui est extrêmement divers, avec des capacités très importantes, va produire énormément de molécules, des petites molécules, et ces molécules, elles sont produites dans un organe qui est fait pour absorber. C'est l'intestin, c'est son boulot principal, c'est d'absorber. Et donc beaucoup de ces molécules vont être absorbées, vont passer dans notre organisme, notamment via le foie. Dans le foie, il peut y avoir des transformations, voire une destruction, mais globalement, il y a un certain nombre de ces molécules qui vont aller dans la circulation périphérique, et certaines de ces molécules vont même passer la barrière qu'on appelle hémato-encéphalique entre le sang et le cerveau, et on va retrouver des molécules microbiennes dans le cerveau avec des effets qui commencent à être mis en évidence et potentiellement un rôle dans des maladies comme la dépression, l'autisme, l'anxiété, etc. On s'écarte un petit peu de notre sujet là, mais je pense que c'est quand même intéressant. Le microbiote, il est sous une double influence, à la fois de nos propres cellules et de notre génétique. Et bon, ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais également sous l'influence des facteurs d'environnement auxquels on est exposé. Et ça, on peut quand même beaucoup plus avoir un impact, en tout cas pour certains d'entre eux. Et quand on pense aux facteurs d'environnement, finalement, n'importe quel facteur auquel vous pouvez penser a un effet plus ou moins fort sur le microbiote. Alors bien sûr, les antibiotiques, vous en avez probablement tous fait l'expérience, quand on prend des antibiotiques, on peut avoir la diarrhée, et donc ça c'est le résultat de l'effet des antibiotiques sur le microbiote. Mais d'autres médicaments sont maintenant connus pour avoir des effets sur le microbiote. Les antiacides, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, vous savez tous ces médicaments en azole à la fin, prazole, oméprazole, etc. Mais également d'autres types de médicaments, les traitements contre le diabète et probablement encore beaucoup d'autres. Une infection, qu'elle soit dans l'intestin ou même en dehors de l'intestin, a des effets sur le microbiote. Le tabac a des effets sur le microbiote et des effets d'ailleurs qui sont plutôt délétères sur le microbiote. Ça c'est assez intéressant. Quand on regarde le microbiote de quelqu'un qui fume, eh bien ce microbiote a tendance à se rapprocher du microbiote d'un patient qui a la maladie de Crohn. Donc ça fait une sorte de connexion entre le tabac et la maladie de Crohn via le microbiote. L'âge a un effet sur le microbiote, ça malheureusement on ne peut pas y faire grand-chose. Le mode d'accouchement, et notamment si on va avoir un accouchement par voie basse ou par césarienne, eh bien ça va conditionner les premières bactéries que l'on va rencontrer et ça va avoir un impact également. Et puis enfin, je le dis en dernier, mais finalement c'est le facteur quasiment le plus important, l'alimentation. Évidemment, ce que l'on mange va avoir des effets majeurs sur le microbiote. Et aujourd'hui, si on veut modifier son microbiote, le plus simple, c'est de changer d'alimentation. Donc ce microbiote, en fait, avant de parler de thérapeutique, je vous dis juste un mot sur son intérêt potentiel comme biomarqueur. On a parlé de médecine personnalisée juste avant, essayer de donner les bons traitements aux bonnes personnes. Le microbiote, ça pourrait être un candidat pour ça également, puisque d'abord, il a une très grande diversité. D'autre part, les bactéries qui sont dans l'intestin, c'est comme toutes les bactéries, elles ont des capacités de changement, d'adaptation
à tout changement dans leur environnement qui sont très importantes. C'est ce qui fait qu'à la surface de la Terre, on trouve des bactéries absolument partout, qu'il fasse très froid, très chaud, toxique ou pas, on trouve des bactéries qui s'adaptent. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, on pourrait imaginer que les bactéries de l'intestin, ce sont comme des senseurs de tout changement qui arrive dans l'intestin. Et donc, ça pourrait permettre, par exemple, de détecter extrêmement précocement une poussée de maladies inflammatoires, ou pourquoi pas une lésion précancéreuse, qui est une de nos peurs dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Et donc là, il y a vraiment une recherche qui se développe sur ce sujet. Donc si on revient maintenant à l'immunité, au rôle du microbiote, s'il est si important pour notre santé, forcément, s'il marche moins bien, il peut jouer un rôle dans les pathologies. Et donc, on va parler des maladies inflammatoires de l'intestin. Si on regarde ce qui est dit aujourd'hui dans tous les livres sur les causes, la physiopathologie, les raisons pour lesquelles une maladie inflammatoire de l'intestin va se développer, eh bien ce que vous pourrez lire, c'est qu'on dit que c'est lié à une activation du système immunitaire dans l'intestin vis-à-vis du microbiote chez des sujets qui sont génétiquement susceptibles et sous l'influence de facteurs d'environnement. Donc avec ça, on est bien avancé. Ça nous dit juste que ce sont des maladies très compliquées, et ça, on n'avait pas besoin de cette définition pour le savoir, on le savait déjà. Néanmoins, ce que ça dit, c'est qu'il y a différents acteurs importants, et que le microbiote est probablement un de ces acteurs importants. Et d'ailleurs, ces dernières années, il y a un certain nombre de travaux qui suggèrent que certains des facteurs génétiques et certains des facteurs environnementaux qui jouent un rôle dans ces maladies, eh bien, en fait, pourraient avoir un effet via une modulation du microbiote. Alors, ça ne veut pas dire que le microbiote est le centre de tout. Il y a bien sûr d'autres paramètres, d'autres facteurs génétiques, d'autres facteurs environnementaux qui jouent sur ces maladies indépendamment du microbiote. Pourquoi est-ce qu'on pense que le microbiote est important ? On va aller un petit peu vite là-dessus parce qu'on sait ça depuis très longtemps maintenant. D'abord parce que quand on regarde la génétique, eh bien, les facteurs génétiques de susceptibilité à ces maladies, ce sont dans des gènes qui jouent un rôle soit pour la détection des microbes, soit pour la réponse aux microbes. Et si on pense microbes et intestin, c'est avant tout le microbiote. Ensuite, on sait, n'importe quel gastro-entérologue sait que le flux fécal est un élément très important pour initier l'inflammation dans la maladie de Crohn. Et c'est pour ça que, de temps en temps, on est obligé de faire une stomie pour dévier le flux fécal, pour permettre aux lésions qui sont en aval de cicatriser. Et c'est notamment ce qui arrive assez souvent, enfin en tout cas les circonstances dans lesquelles on le fait, ce sont lorsqu'il y a des lésions, notamment au niveau de l'anus, qui sont très sévères et qu'on a parfois du mal à cicatriser avec nos traitements. À ce moment-là, on peut dévier le flux fécal de manière temporaire, permettre aux lésions de cicatriser avant de remettre le circuit. Un autre élément, c'est que si chez une souris, on essaye d'induire une inflammation dans l'intestin, eh bien s'il n'y a pas de microbiote, on n'y arrive pas. Et enfin, un élément important, c'est que le microbiote chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, il est anormal, il est ce qu'on appelle dysbiotique, déséquilibré. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, sur ce schéma, chaque point, c'est le microbiote d'un sujet, patient ou sujet sain. Si 2 points sont proches, ça veut dire que les microbiotes se ressemblent. Si 2 points sont éloignés, ça veut dire que les microbiotes sont différents. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être ni médecin ni scientifique pour voir que les points bleus ici, qui sont les sujets sains, sont finalement différents des points rouges, qui sont les patients qui ont une Mickey en poussée. Et donc ça veut dire que le microbiote des patients est différent de celui des sujets sains. Les points verts, eh bien, ce sont les patients qui ont une Mickey, mais en rémission, et donc vous voyez qu'ils sont un petit peu entre les deux groupes. Une autre caractéristique du microbiote au cours des maladies inflammatoires de l'intestin, c'est qu'il y a une diminution de la diversité. Et quand on parle de diversité, c'est exactement la même notion que quand on parle de la diversité dans les forêts ou dans les océans. Ça veut dire qu'il y a moins d'espèces différentes. Et c'est comme également dans les forêts et dans l'intestin, la diversité, c'est bien dans l'intestin. Si la diversité diminue, c'est plutôt quelque chose de négatif, et c'est un paramètre qu'on retrouve vraiment dans toutes les études qui s'intéressent au rôle du microbiote dans ces maladies. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de corriger les choses en ciblant le microbiote ? Donc, si on prend le concept de dysbiose et qu'on s'intéresse vraiment à l'inflammation intestinale, pour simplifier, on peut dire qu'on a certaines bactéries qui vont avoir des effets pro-inflammatoires, qui vont favoriser l'inflammation, mais en même temps, on peut dire que ce sont des bactéries qui vont stimuler l'immunité. Et ça, on en a besoin. C'est des bactéries, on a besoin qu'elles soient là pour stimuler notre immunité, pour que notre immunité soit prête à répondre à une agression si nécessaire. À côté de ça, on a des bactéries qui sont
on va dire, régulatrices, qui sont là pour maintenir la paix dans notre intestin entre ces grandes quantités de bactéries et notre système immunitaire qui, théoriquement, est prêt à bondir dès qu'il se passe quoi que ce soit. Et normalement, on a un bon équilibre entre ces deux grandes populations de bactéries et il n'y a pas d'inflammation. Le problème, c'est que dans les maladies inflammatoires de l'intestin, ce que l'on voit, c'est ça. Les bactéries qui activent l'immunité et l'inflammation sont en trop grand nombre par rapport aux bactéries qui ont des effets régulateurs. Donc on a une diminution des bactéries régulatrices, une augmentation des bactéries pro-inflammatoires. Et donc on pense aujourd'hui que ces changements jouent un rôle dans l'initiation et dans le maintien, peut-être la chronicité de ces maladies. Donc si on cible le microbiote avec une idée thérapeutique, l'objectif c'est bien sûr de passer de ça à ça. Et pour cela, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser des antibiotiques qui vont cibler ces bactéries violettes en nombre trop important. Alors, est-ce que ça marche? En gros, ça marche. Dans certaines situations, ça marche dans la maladie de Crohn en prévention de la récidive post-opératoire. Ça a un certain effet aussi dans les poussées de maladie de Crohn, dans les poussées également de rectocolite hémorragique, et puis ça marche vraiment très bien dans la pochite. Vous savez, c'est quand on a une rectocolite hémorragique et qu'on est obligé d'enlever le côlon, on reconstitue un réservoir avec la fin de l'intestin grêle, et malheureusement, ce réservoir peut s'inflammer à nouveau, et c'est ce qu'on appelle la pochite. Donc vous voyez que globalement, les antibiotiques ont plutôt des effets positifs. En revanche, il y a un certain nombre de limites qui font qu'on ne les utilise que ponctuellement. D'abord, il y a de la toxicité. Beaucoup des antibiotiques qui ont une efficacité sont très toxiques, notamment pour les nerfs. Et donc, c'est quand même assez embêtant d'avoir une toxicité nerveuse pour un traitement qu'on va prendre sur le long cours. Et puis, il y a des émergences, bien sûr, de résistance aux antibiotiques. Et donc, ce n'est pas une solution qui est pérenne. Néanmoins, on utilise les antibiotiques tous les jours. Deuxième possibilité, les probiotiques, on va dire classiques, c'est-à-dire ceux qui sont issus globalement de la fermentation des produits laitiers, pour être simple. Donc est-ce que ça marche? Globalement, c'est assez décevant. Dans la maladie de Crohn, clairement, ça ne marche pas. Il n'y a absolument aucune donnée qui montre un effet intéressant avec des probiotiques classiques. Dans la rectocolite hémorragique, il y a certains probiotiques qui ont montré un effet dans la prévention de la rechute, avec des effets qui sont très modérés, c'est-à-dire qui sont équivalents au mieux à celui des 5 aminosalicylés, donc les traitements vraiment de première ligne de la rectocolite hémorragique. Autrement dit, on n'est pas, avec ces traitements en tout cas, on n'est pas prêt de remplacer de remplacer les traitements biologiques, comme on dit, les anti-TNF et autres, avec des probiotiques classiques, clairement. En revanche, peut-être qu'en adjuvant, en plus, ça peut être utile dans certains cas. Et dans la pochite, c'est un peu comme dans la rectocolite, c'est pareil, il y a un effet, mais qui est modéré, en fait. Troisième possibilité, c'est l'utilisation de probiotiques dits de nouvelle génération. Donc là, l'idée, c'est pas de prendre des bactéries qui viennent du lait, mais c'est de prendre des bactéries qui viennent de l'intestin, qui sont faites pour être dans l'intestin, qui ont des effets sur la santé déjà démontrés, et, si possible, qui manquent chez les patients qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc ça, c'est le concept de probiotiques de nouvelle génération. Et donc nous, on travaille depuis maintenant une dizaine d'années sur une de ces bactéries qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii, qui est une bactérie dominante qui est présente chez tous les humains à la surface de la Terre et qui est très abondante dans le microbiote normal. Et chez les patients atteints de MICI, en fait, cette bactérie, elle a tendance à diminuer de manière très importante, voire même à disparaître complètement. Par la suite, on a pu démontrer que cette bactérie, eh bien, en fait, elle avait des effets anti-inflammatoires. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, mais on a utilisé différents modèles de cellules, des souris ayant une inflammation, et on a pu montrer que lorsqu'on donnait à ces souris cette bactérie, eh bien, on calmait l'inflammation dans l'intestin. Et plus récemment, on a démontré avec des collègues de Nantes que cette bactérie stimulait certaines cellules régulatrices dans le côlon, spécifique de l'homme, et donc qu'il y avait une connexion vraiment entre le manque de cette bactérie et ces cellules régulatrices qui sont d'habitude présentes et qui sont aussi diminuées au cours des MICI. Donc maintenant, tout ça c'est évidemment très intéressant, ce sont des souris, des cellules, mais bien sûr ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir si ça marche chez l'homme, et donc on espère pouvoir commencer un essai thérapeutique dans peut-être 2 ans. Dernière possibilité, la transplantation fécale. Donc là, c'est vraiment le traitement, on va dire,
radicale. Donc le concept, il est très simple, hein. C'est de remplacer un microbiote anormal pour lequel on pense qu'il joue un rôle dans la maladie par un microbiote sain, tout simplement. Pour dédramatiser un petit peu ce que c'est que la transplantation fécale, je vais vous expliquer comment ça se fait en pratique d'abord, parce qu'en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc en pratique, le plus compliqué finalement, c'est les donneurs. C'est de trouver un donneur qui d'abord est d'accord et deuxièmement répond à un certain nombre de critères de sécurité chez qui on fait un bilan extrêmement large pour s'assurer qu'il ne va pas transmettre une maladie évidemment, et c'est un bilan qui est infiniment plus complexe que celui des dons du sang par exemple. Donc c'est vraiment l'étape la plus complexe, c'est celle-là. Tout le reste, c'est de la cuisine, je dirais. Donc on prend des selles de ce donneur qui a été trié sur le volet. On va les resuspendre dans du sérum physiologique, c'est-à-dire dans de l'eau salée, en gros. On va homogénéiser, il y a plusieurs méthodes pour homogénéiser. On va filtrer très grossièrement pour avoir une solution liquide. Et puis, le plus souvent aujourd'hui, on passe par une étape de congélation. On va congeler et mettre en quarantaine ce prélèvement en attendant d'avoir vraiment tous les résultats des tests pour être sûr que finalement, il n'y a pas de maladie qu'on risque de transmettre. Et puis ensuite, si le bilan est bon, eh bien, on va pouvoir l'administrer soit par le bas, une coloscopie, un lavement, soit par le haut, une sonde naso-duodénale, ou il y a même dans certaines équipes des gélules congelées qui ont été faites. Donc, dans les maladies inflammatoires, c'est clairement dans les MICI qu'on a le plus de données sur la transplantation fécale. Il y a 3 études qui ont été publiées dans la rectocolite hémorragique. Toutes ces études cherchent à induire la rémission, c'est-à-dire que les patients sont en poussée et l'objectif, c'est de les mettre en rémission avec la transplantation fécale. Donc, voilà les résultats de ces 3 études. Il y a d'abord dans ces 3 études des modes d'administration très très différents les uns des autres, et c'est aussi ce qui rend les choses compliquées avec ce type de recherche. Ici, c'est un lavement par semaine pendant 6 semaines. Ici, 2 administrations par le duodénum à 3 semaines d'intervalle. Et ici, c'est un protocole particulièrement intensif avec une première transplantation par coloscopie et ensuite 5 transplantations par semaine pendant 8 semaines par lavement. Donc ça fait 41 transplantations fécales quand même. Ça fait quand même beaucoup. Donc les résultats, ils sont intéressants. À 7 semaines, vous voyez que dans le groupe transplantation fécale, il y a plus de patients en rémission que dans le groupe contrôle. Dans la deuxième étude, il y a une tendance, mais ce n'est pas significatif. La différence est trop faible. Et dans la troisième étude, il y a aussi une différence en faveur de la transplantation fécale. Mais vous voyez que, certes, c'est intéressant. On n'est pas loin des résultats qu'on a avec les anti-TNF et autres, mais ce n'est pas magique quand même. Et puis, ce sont des petites études, et en plus des études pour lesquelles on n'a pas le suivi après. On ne sait pas ce qui se passe après 8-10 semaines, et bon, pour des maladies chroniques, c'est quand même embêtant. Dans la maladie de Crohn, il n'y a pas d'essai randomisé contrôlé. Je devrais dire il n'y avait pas d'essai randomisé contrôlé, puisqu'on a conduit une étude à l'hôpital Saint-Antoine, une étude pilote, avec un concept un petit peu différent, qui est de cibler à la fois l'immunité et le microbiote, puisque quand même l'idée, c'est que ces maladies, elles sont liées à la fois à un problème d'immunité et à un problème de microbiote, et plus précisément à un problème de dialogue entre les deux. Donc, voilà comment cette étude a été faite. D'abord, c'était une étude pilote, donc c'est une petite étude avec 9 patients par groupe. Hein, vous voyez, c'est vraiment des tout petits nombres. Mais c'est quand même une étude randomisée. Il y a un tirage au sort, contrôlé, avec un groupe contrôle. Donc, scientifiquement, c'est valide. Les patients avaient une maladie de Crohn colique ou iléocolique, en poussée. Et on a commencé par les traiter par cortisone, de manière très classique, pour les mettre en rémission clinique. C'est-à-dire, rémission clinique, ça veut dire qu'ils n'ont plus de symptômes. Ils persistent bien sûr de l'inflammation dans l'intestin, mais ils n'ont plus de symptômes. Et une fois qu'ils étaient en rémission clinique, il y a eu le tirage au sort et une coloscopie au cours de laquelle il y a eu soit une transplantation fécale, soit une fausse transplantation, entre guillemets. Et ensuite, on diminuait progressivement la cortisone, comme on le fait finalement de manière tout à fait classique quand on traite une poussée de maladie de Crohn. Et bien sûr, on a analysé ce qui se passait en termes de rechute et aussi en termes de microbiote intestinal. Donc voilà les résultats de cette étude. Vous avez tous les patients qui sont évidemment en rémission au début, puisque pour faire la transplantation fécale, il fallait être en rémission. Donc vous voyez que globalement, dans le groupe transplantation fécale, il y a moins de rechutes que dans le groupe placebo, donc c'est intéressant. Qu'à 10 semaines, on a une différence entre les deux groupes qui n'est pas significative d'un point de vue statistique, parce que les nombres de sujets sont trop faibles, mais les différences entre les groupes sont vraiment très importantes, sont même impressionnantes.
Et puis, surtout, où c'est devenu encore plus intéressant, c'est quand on a analysé le microbiote de ces patients. Et là, en fait, si on a pu analyser le microbiote de ces patients, c'est en grande partie grâce à un financement de l'AFA pour la recherche. Donc, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur l'importance de la recherche dans ces maladies. Et là, c'est vraiment grâce à l'AFA qu'on a pu faire ces analyses. Donc, en gros, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait deux types de profils de microbiote chez les patients qui avaient la transplantation fécale. Donc là, je vous remonte des figures qui sont le même type que celles que je vous ai montées précédemment, c'est-à-dire que chaque point, c'est le microbiote à un moment donné. Et si les points sont loin, ça veut dire que les microbiotes sont différents. Si les points sont proches, ça veut dire qu'ils sont similaires. Donc là, vous avez le microbiote d'un donneur et le microbiote d'un patient 2 semaines avant la transplantation fécale. Et donc vous voyez qu'ils sont très éloignés, ils sont très différents. Là, c'est le microbiote du patient juste avant la transplantation fécale. Et ça, c'est 2 semaines après la transplantation fécale. Donc là, vous voyez qu'en fait, le microbiote, il s'est rapproché de celui du donneur. Et donc, il y a eu une implantation du microbiote du donneur chez le receveur. Et après, ça reste dans la même zone jusqu'à 6 mois. Hein, là, c'est 24 semaines. Ça reste dans la même zone. Donc, c'est une implantation qui dure vraiment longtemps. Là, c'est un autre patient. L'autre type de profil que l'on a observé. Le donneur est ici, cette fois-ci, et le patient, ici, 2 semaines avant la transplantation fécale. Ici, c'est juste avant la transplantation fécale, et là, c'est 2 semaines après la transplantation fécale. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a aucun déplacement vers le microbiote du donneur, et donc, finalement, il n'y a aucune implantation, finalement, de ce microbiote. Et donc, c'est d'une certaine manière un échec de la transplantation. Alors, très bien, ça, c'est le profil de microbiote. Mais est-ce que ça se connecte avec l'efficacité ? Ben, c'est là où ça devient vraiment particulièrement intéressant. C'est que, en bleu, vous avez toujours le groupe qui a eu la fausse transplantation. En rouge, vous avez les patients pour lesquels il n'y a pas eu de colonisation par le microbiote du donneur, c'est-à-dire l'échec de la colonisation. Et en vert, vous voyez les patients chez qui la colonisation a marché. Et là, ce que vous voyez, c'est que la différence entre ces deux groupes, elle est absolument énorme. En gros, il n'y a quasiment aucun patient qui a récidivé jusqu'à 6 mois, donc c'est un suivi quand même relativement long, après une seule transplantation fécale. Alors que ça soit dans le groupe fausse transplantation ou dans le groupe qui a eu un échec de transplantation, eh bien, les patients récidivent beaucoup plus vite. Et donc là, les différences, notamment à la semaine 10, il y a 60% de différence entre le groupe traité et le groupe non traité. C'est des différences qu'on ne voit pas du tout, même avec les traitements type anti-TNF-alpha. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Cette recherche sur la transplantation fécale, elle se fait partout dans le monde actuellement. Vous avez ici les différents essais, et encore, ça, ce sont des données qui ont 1 année maintenant. Et à Saint-Antoine, on continue à faire cette recherche. On va commencer dans les prochaines semaines un essai de grande envergure dans la rectocolite hémorragique avec un design très proche de celui que je viens de vous montrer. Et ça sera une étude multicentrique qui se fera dans toute la France avec énormément de centres partout en France qui vont participer. C'est une étude qui est très très compliquée à monter et on est vraiment dans des difficultés logistiques très importantes. Et on est en train de demander un financement pour faire une autre étude dans la maladie de Crohn, aussi qui est beaucoup plus ambitieuse en termes de nombre de patients, pour voir si, à grande échelle, ce type de traitement peut avoir un intérêt. Alors, la transplantation fécale, c'est intéressant. Néanmoins, dans mon fort intérieur, j'ai du mal à imaginer qu'on va traiter tous les patients atteints de MICI avec ce type de traitement, parce que c'est très compliqué, on ne contrôle pas la source, ça change tout le temps. Et pour traiter une maladie chronique et des centaines de milliers de personnes, c'est vraiment difficile d'envisager ça. Néanmoins, ce type d'étude est à mon sens très important pour comprendre ce qui se passe et pour identifier quelles sont les bactéries qui sont actives, qui ont les effets anti-inflammatoires finalement. Et si on arrive à faire ça, eh bien on pourra utiliser soit des mélanges de bactéries qu'on aura fait pousser au laboratoire ou dans une usine, voire même une seule bactérie. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec la bactérie dont je vous ai parlé, Faecalibacterium prausnitzii. Et donc ça, c'est le concept de probiotiques de nouvelle génération. Et si on comprend vraiment comment ces bactéries agissent sur nous, sur nos cellules, si ça agit, c'est via des molécules. Et si on identifie ces molécules, on peut imaginer carrément produire ces molécules et les mettre dans des gélules et en faire des médicaments. C'est ce qui a été fait avec les végétaux.
Il n'y a pas de raison que ça soit différent avec des bactéries. Donc, le microbiote, on dit toujours que c'est un nouvel organe, mais enfin là, ça fait 15 ans que c'est un nouvel organe. C'est un acteur majeur pour notre santé et pour le développement d'un certain nombre de maladies. Je ne vous en ai pas parlé, ou très peu, mais en termes de biomarqueurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et probablement, avant qu'il y ait une expansion des traitements à base de microbiote intestinal, on va voir arriver des biomarqueurs basés sur le microbiote. Et c'est bien sûr une source de nouveaux traitements très importants. La transplantation fécale, des bactéries, des molécules bactériennes issues du microbiote. Je voudrais vous remercier, et donc ça c'est toutes les équipes qui ont travaillé sur les données dont je vous ai montré, et je remercie encore l'AFA pour son soutien.